au siège de l'OCDE, dans le 16e arrondissement de Paris, en compagnie de Sergio Arzeni. Là, j'ai sa carte de visite entre mes mains. Il est l'un des directeurs italiens de l'OCDE, l'un des 3 directeurs italiens de l'OCDE. En quoi consiste exactement votre activité à l'OCDE? Moi, je suis le directeur du Centre pour l'entrepreneuriat, les PME, le développement local, qui couvre aussi les développements sociaux, l'inclusion sociale, la création d'emplois et le tourisme. Le cœur de notre activité est de travailler sur les sources de création d'emplois. Parce que les chômages et les chômages des jeunes, c'est les problèmes des pays membres de l'organisation. Voilà, les pays membres ne coïncident pas avec les pays de l'ONU. Ce sont les pays les plus, pour simplifier, disons, les plus riches du monde. Les pays qui... Non, nous contestons vivement cette définition qui est factuellement erronée. Que j'ai quand même retrouvé plusieurs fois dans la presse. Oui. Justement, parce que la presse fait des raccourcis souvent. Membre de l'OCDE depuis 1964 est la Turquie, par exemple, qui n'est pas un pays particulièrement riche, même si ces dernières 15 années a amélioré beaucoup sa condition économique. Il y a des pays membres comme le Mexique, par exemple, qui a un taux de pauvreté. Israël, qui est devenu membre de l'OCDE, a un taux de pauvreté. C'est le pays qui a le plus fort nombre de pauvres de tous les pays membres, qui sont 34, car en Israël, un tiers de la population ne travaille pas. Essentiellement, ce sont les Arabes israéliens et les religieux, par exemple. Donc, oui, l'idée des pays riches. Quels sont les riches critères pour faire partie de l'OCDE? Pour faire partie de l'OCDE, c'est un débat important. C'est d'abord l'adhésion à l'économie de marché. Et pendant longtemps... la Corée du Nord ne pourrait pas faire partie? Ne peut pas parce qu'elle n'est pas une économie de marché. D'accord. Et il s'agit d'avoir une certaine, c'est ce qu'en anglais on appelle like-mindedness, qu'il y a une communauté de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a des valeurs, disons, démocratiques, il y a des valeurs surtout sur des thèmes, maintenant qu'il y a des pays qui veulent entrer à l'OCDE, on leur demande de signer la carte, les traités contre la corruption des fonctionnaires, par exemple. On demande de voter des lois qui favorisent l'investissement et les rapatriements des investissements. Disons, toute une série de normes. Mais l'OCDE, la mission de l'OCDE est celle de faire des politiques, d'aider les pays et les gouvernements à faire des politiques publiques qui améliorent la vie des citoyens. Qui peuvent se décliner, faisant en sorte que le capitalisme soit plus éthique, que les développements soient plus durables et que les marchés soient plus transparents. Et l'OCDE traduit ça par un ensemble de mesures qui vont justement par exemple, chose assez récente, la lutte aux paradis fiscaux.
l'échange automatique des informations fiscales entre les pays membres, l'étude sur l'optimisation, pour éliminer l'optimisation fiscale qui fait en sorte que les grandes entreprises, les multinationales, payent 6 fois moins d'impôts que les PME dans l'ensemble des pays membres. Parce que les grandes entreprises, les multinationales, ont la capacité de transférer les profits d'un pays à l'autre, comme quoi Apple, par exemple, n'est payé que 2% des taxes en Irlande, avec un accord avec l'Irlande, et des choses qu'on fait dire, par exemple, au président Hollande, qu'il ne comprenait pas pourquoi Total, qui est la plus grande entreprise française, la première entreprise française n'est pas les premiers contribuables de France. Tandis que, par exemple, une entreprise soviétique et russe comme Lukoil paye 40 milliards de dollars par an d'impôts. Voilà. Voilà. Donc, si je comprends bien, l'OCDE est un grand bureau d'études économiques et en même temps élabore des solutions. C'est-à-dire, il ne s'arrête pas au stade de l'étude, mais fournit des conseils opérationnels. Même plus. Disons, d'abord, nous sommes une organisation, disons, l'organisation est basée à Paris, est née avec le plan Marshall qui a servi pour reconstruire l'économie européenne après la Deuxième Guerre mondiale. Quand l'Europe s'était remise debout, au début des années en 1961, on a décidé d'utiliser cette structure pour comparer les meilleures pratiques, identifier et comparer les meilleures pratiques en matière de politique publique entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et l'OCDE était basé ici, au château de la Muette, et à quelques centaines de mètres de la porte Dauphine, où il y avait l'OTAN, le quartier général de l'OTAN. Car c'était des organisations sœurs, originairement. Alors que par la suite, De Gaulle est en sorti, 66. voilà, En 66. Et donc, du commandement a été intégré transféré à Bruxelles. À Bruxelles. Ouais. Et le commandement suprême allié à Mons, en Belgique. Et, donc, l'OTAN s'opposait à l'Union soviétique militairement, et l'OCDE s'opposait à l'économie de commandement, l'économie planifiée, et défendait l'économie de marché. Donc, l'OCDE s'occupe de tout, les problèmes économiques, sauf du militaire, parce que les militaires étaient réservés à l'OTAN. Mais avec la chute du mur de Berlin, l'OTAN s'est réinventé, une mission, et aussi l'OCDE. Et les missions sont celles que je viens d'évoquer. Oui, pour revenir au début de cette conversation, donc il est vrai que l'OCDE n'est pas un club des pays les plus riches, néanmoins font partie de l'OCDE les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, enfin disons les pays, le Canada, enfin ce sont des pays qui font le poids dans l'économie mondiale. Et vous avez
tout à fait raison. La moitié, un peu plus de la moitié du produit intérieur brut mondial est généré par les 34 pays membres de l'OCDE. Cela dit, aujourd'hui, il y a d'autres acteurs majeurs de l'économie mondiale. Et c'est la raison pour laquelle l'OCDE est devenue, l'OCDE ici à Paris, avec presque 3000 personnes, dont 1 millier d'économistes. Donc, c'est pas nécessairement vraiment un think tank, ce n'est pas un centre d'études, parce que c'est orienté à des recommandations politiques, à l'action politique, à la mise en œuvre des politiques. Et l'OCDE aujourd'hui regarde au-delà des pays membres. Il y a un certain nombre de pays qui frappent à la porte de l'OCDE. L'OCDE, quand je suis entré à l'OCDE, il y avait 24 membres, aujourd'hui ils sont 34. Et il y en a d'autres qui sont dans le chemin pour entrer dans l'OCDE, comme la Colombie par exemple, comme la Lettonie par exemple. Et donc, mais il y a une stratégie d'attention vers ce qu'on appelle les BRICS, les Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, les grands pays émergents. Car l'OCDE est devenu de facto les secrétariats techniques du G20 et du G7. Du G20 où il y a tous ces grands pays émergents. Et l'OCDE, là, joue un rôle, apporte les bases du travail. Par exemple, tout le travail sur l'optimisation fiscale, etc., ça a été un travail que l'OCDE a mis sur la table des décideurs de ce monde qui sont les sommets des chefs d'État et de gouvernement du G20. Vous disiez que au moment de votre entrée ici à l'OCDE, les pays membres de cet organisme étaient 24 et par la suite leur nombre a augmenté. Le rendez-vous d'aujourd'hui est lié aussi à une circonstance bien précise, c'est-à-dire que vous êtes sur le point de partir à la retraite, après environ 33 ans d'activité dans cet organisme. Donc, quelles leçons tirez-vous de cette expérience aussi longue qui a occupé, disons, grosso modo, la moitié de votre vie personnelle, mais beaucoup plus que la moitié de votre vie professionnelle? C'est vrai, ça a été une longue expérience enrichissante. Je suis arrivé à Paris, à l'OCDE, avec l'idée d'apprendre, de me baigner dans une organisation prestigieuse, importante, internationale, comme l'OCDE. Sachez, l'OCDE publie 500-600 livres, titres par an. C'est aussi une grande maison d'édition. L'OCDE est une organisation faite des professionnels, d'experts. En général, on se réfère à l'OCDE, l'expert de l'OCDE, parce que l'OCDE a plus de 150 comités, groupes de travail, etc., dans tous les domaines où siègent les experts des pays et les professionnels de l'organisation. Donc c'est une organisation très professionnelle, très orientée sur la substance, car l'OCDE n'a pas, contrairement à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire ou à la Commission européenne, l'OCDE ne distribue pas de l'argent, n'a pas de l'argent. Les pouvoirs, l'influence de l'OCDE est basée sur sa capacité à convaincre.
Et la capacité à convaincre, son prestige, son autorité dépend de l'objectivité de ses analyses. L'objectivité est faite par une neutralité pour mettre et de dire la vérité au pouvoir. Après, le pouvoir peut décider ce qu'il veut. Mais la force, la puissance aussi de l'OCDE, c'est le fait qu'elle peut montrer toujours de bonnes pratiques et encourager les pays à aller vers les bonnes pratiques. Et quand ils font des mauvaises pratiques, les exposer au monde. Et là, il y a ces pouvoirs qui en alliance avec la presse, parce que si quelqu'un se comporte mal, par exemple, quand l'OCDE a sorti les principes du pollueur, que les pollueurs doivent payer les dégâts de la pollution, et si quelqu'un ne le fait pas, il peut l'exposer, disons, au grand jour. Et donc, il y a ce qu'on appelle la pression des pairs. Il y a les autres pays qui font pression pour qu'on adopte des principes qui sont, et des pratiques plus vertueuses. Et ainsi faisant, on essaye de créer un monde meilleur. Et donc, c'est ça la beauté d'un travail dans une organisation comme l'OCDE. Vous disiez tout à l'heure que l'OCDE réunit des spécialistes de différents secteurs. Quand j'ai entendu parler de vous pour la première fois, on m'a dit que vous étiez le grand spécialiste des petites et moyennes entreprises. Je ne sais pas si cela représente une définition exhaustive. Probablement, vous avez beaucoup d'autres secteurs de spécialisation. Mais disons, concernant ces secteurs qui représentent l'une des spécificités de l'économie italienne, une économie dans laquelle les petites et moyennes entreprises, et notamment, je crois, les moyennes entreprises jouent un rôle plus important que dans d'autres pays d'Europe et du monde. Alors, quel est votre sentiment sur l'avenir des PME en Italie et plus en général dans le monde? Vous avez raison, les PME et l'entrepreneuriat, la création d'entreprises sont très importantes parce que c'est là qu'il y a la capacité de créer des emplois. Parce que la grande entreprise, un peu partout, se concentre sur son core business et délaisse toutes les fonctions qui ne sont pas fonctionnelles à son intérêt principal et donc réduit la voilure. L'économie d'échelle des usines a perdu d'importance et le secteur public, avec tous ces pays endettés, est en train de rétrécir et délester de l'emploi. Donc, l'espoir de recréer de l'emploi réside sur la capacité de créer de nouvelles entreprises et de développer les PME existantes. Donc, tous les pays sont très intéressés et l'OCDE, et ma direction à l'OCDE, est en point sur ces secteurs. Nous venons de livrer la semaine dernière à Washington, dans le cadre du G20, justement, et à l'occasion aussi de la session de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, avec les présidents du G20 et le secrétaire général de l'OCDE, un rapport majeur sur l'accès au financement des PME. Parce que l'accès au financement des PME, c'est un thème très important. Donc, l'Italie
vous dites l'Italie. L'Italie est un pays qui aujourd'hui est la deuxième puissance manufacturière d'Europe, derrière l'Allemagne. Mais avant la France. Bien avant la France, parce que et ça n'était pas comme ça dans le passé. Disons, c'est que la France est un pays avec des grands champions industriels. Mais les grands champions industriels français, le CAC 40, sont des entreprises multinationales qui donc rayonnent dans le monde, pas nécessairement en France. Les PME en France ont eu une vie dure à cause du fait que la grande distribution, par exemple, en France, a contribué à la désertification du paysage français, pas seulement dans les commerces. Petites entreprises dans le secteur du commerce. Notamment. Bien sûr. Mais il y a la France aussi a les soi-disant seuils, effets de seuil, comme quoi quand on dépasse les 49 employés, on entre dans un niveau des charges, des complexités, etc. Comme quoi il y a disons, beaucoup d'entreprises préfèrent rester en dessous de cette seuil. Pour des raisons fiscales aussi. Pour des raisons fiscales aussi, et syndicales et d'autres genres. Mais revenons sur l'Italie. L'Italie a les mêmes effets de seuil, mais plus bas, à 15 employés. Donc les entreprises italiennes sont encore plus petites. Il y a une tendance à rester petites. Donc dans ce sens, les deux pays souffrent de cet effet de seuil et de la non-adaptation de l'économie. Maintenant, avec Macron en France et Renzi en Italie, on est en train de faire bousculer, de changer un peu les choses. Mais c'est trop peu et trop tard. Mais l'Italie est un pays qui a encore aujourd'hui une balance commerciale excédentaire, contrairement à la France. L'Italie a un surplus manufacturier de 100 milliards d'euros et un surplus commercial entre 30 et 40 milliards d'euros, tandis que la France a un déficit commercial de l'ordre entre 50 et 70 milliards d'euros. Et par rapport à l'Allemagne, la France, lors des derniers 4-5 ans, a accumulé un déficit commercial, donc dans l'économie réelle, de plus de 250 milliards d'euros, contre une Allemagne qui a accumulé un surplus de plus de 800 milliards d'euros. Donc, un des problèmes de l'Europe, c'est que dans l'économie réelle, les deux moteurs, Berlin et Paris, au lieu de converger, qui étaient à la base de la construction européenne, au lieu de converger, sont en train de diverger. Depuis une dizaine d'années, à un niveau qui, lors des derniers 4-5 ans, a atteint 1 trillion, 1 million de milliards d'euros. C'est ce qui est énorme. Le célèbre tandem franco-allemand maintenant marche moins bien qu'il y a quelques décennies. Est ébranlé par ces décrochages de la France par rapport à l'Allemagne et par le fait que l'Italie a d'avancé sur le plan industriel grâce aux PME, la France. Donc, disons, pour schématiser, que la différence entre la France et l'Allemagne en termes de richesse économique, disons, a augmenté d'une manière
tellement importante qu'il est difficile d'envisager un tandem franco-allemand où il y a l'Allemagne qui est désormais vraiment le moteur économique de l'Europe et la France qui a perdu des positions dans différents secteurs. Hein? Disons, pour schématiser, on pourrait dire ça. On peut dire, vous êtes correct dans la schématisation Voilà. typique des journalistes. Typique des journalistes que que vous méprisez profondément. Oui, mais ça, mais ça on l'a compris et on a l'habitude. Oui, et c'est la raison pour laquelle les candidats Hollande, dans ces 60 propositions, les premières deux concernaient les PME. Et effectivement, il a créé la BPI, la Banque publique d'investissement BPI France, qui est en train d'appuyer les développements des PME, et notamment des renforcer, c'est ce que les Français qui aiment beaucoup les acronymes, ils appellent les ETI, entreprises de taille intermédiaire, qui sont les entreprises de taille moyenne et qui ont le potentiel d'exporter davantage. Et donc pour essayer de combler la fossé entre la France et l'Allemagne. Mais nous avons fait une étude récemment sur les PME de l'Italie et il en est ressorti que les entreprises qui ont entre 50 et 250 employés italiennes, donc ont dépassé l'effet de seuil, etc., font un tiers de l'export italien. Mais elles ne représentent que 0,5% du stock des entreprises italiennes. Donc si, au lieu de 0,5, on avait 1% des entreprises entre 50 et 250 employés, une grande partie des problèmes économiques de l'Italie serait résolue. L'Allemagne, par contre... C'est vraiment la baguette magique. L'Allemagne, par contre, a plus de 3% des entreprises qui sont des tailles moyennes et qui exportent et qui font vraiment, sont l'épine dorsale de la performance à l'export de l'Allemagne. Parce qu'un pays de 80 millions d'habitants qui arrive à exporter autant, ou sinon plus que la Chine, qui a 1 milliard, qui est devenue l'usine du monde, et avec 1,3 milliard d'habitants, c'est misant sur la qualité. Donc, pour conclure, on dirait que vous ne regrettez pas ces 33 années passées à l'OCDE et que vous en avez tiré une expérience très enrichissante. Absolument. L'OCDE, c'est un endroit magnifique. On n'a pas l'occasion de s'ennuyer dans cette organisation. C'est toujours stimulant. Nous recevons en plus chaque année ici à Paris et quelque chose comme 120 000 délégués, experts, consultants qui viennent du monde entier. Donc c'est très vif, très enrichissant. Et c'est une organisation qui a, lors des derniers 10 ans, avec le leadership d'Angel Gurria, les Mexicains, qui gère. Les Mexicains est entré dans l'OCDE il y a 20 ans. Et depuis 10 ans, a pris les rênes de l'organisation et l'a développée d'une manière fantastique. Donc, c'est avec regret que je quitte cette organisation, mais parce que c'est vraiment quelque chose où on a le sentiment d'être au cœur des problèmes des pays membres et de donner un sens à sa propre vie. Merci, merci. Grazie Sergio Arzeni. Prego.